Si tu ne veux rien rater des meilleurs moments de Roland Garros, et je sais que tu le souhaites mon très cher Goat, abonne-toi. Juste ici, on va se régaler sur l'ensemble de la quinzaine. Djokovic qui passe en mode Grand Chelem, Swiatek, Osaka, le match de la quinzaine, et Medvedev dans ses œuvres. C'est le programme 100% tennis de ton nouveau digest de Roland Garros, et on attaque juste après ça. Allez, on attaque avec Novak Djokovic versus Carballes Baena. Il est de retour, l'ange s'est envolé. Novak Djokovic, donc, qui s'est aisément imposé face au joueur espagnol. Faible adversité. Nonobstant, on a eu des éléments qui sont super intéressants à détailler. On va commencer par le début de la partie parce que j'ai trouvé Novak assez moyen sur le premier set. Il a essayé de se mettre en place et surtout avec une stratégie qui est très connue du côté du joueur serbe, c'est l'amorti côté revers. Il a tendance à en abuser, ça peut être un péché mignon, on le sait, il peut avoir tendance à spammer un peu ça facilement. Son idée, en fait, c'était qu'on était sur une terre battue qui était lente, qui était poisseuse, et donc il a eu recours à ce que j'appelle une stratégie de déviation. Ça peut avoir deux sens. Ça peut être déjà de vouloir expédier la balle parce que t'as pas envie de t'engager dans un échange, et du coup c'est plutôt le symptôme d'une certaine forme de fébrilité, mais du côté de Novak, souvent, eh bien, ça consiste à faire courir l'adversaire, à lui faire multiplier les allers-retours vers l'avant 5, 10 fois, 15 fois, à l'épuiser physiquement avant de le torturer psychologiquement. Un second axe un peu plus problématique pour Djokovic cet après-midi, je trouve, et surtout dans le premier set, ça a été les transitions défensives. On sent quand même ces dernières semaines, ces derniers mois, que c'est plus difficile pour lui. Il a eu 37 ans il y a quelques jours maintenant, et il a du mal à opérer ses transitions défensives. Ici, par exemple, il va faire un chop, il va glisser ensuite et repartir, et si vous revoyez cette séquence, on sent qu'il est un peu lourd, on sent qu'il est un peu pâteau. Avant, il aurait pu faire un grand pas, glisser, frapper en même temps et repartir. Là, on sent que c'est plus difficile, et je pense que face à un joueur qui saura mieux exploiter ça, qui saura l'envoyer à gauche, à droite, au hasard, Yannick Sinner, ça pourrait être plus compliqué. Au micro de Marion Bartoli, après la fin du match, il a expliqué qu'il a senti un peu mieux son coup droit et son revers sur le deuxième set et sur le troisième set. Et justement, dans le premier set, ici, dans cette position, ça, je vous en ai beaucoup parlé l'année dernière, ça a été le coup majeur, à mon sens, en 2023, de ses succès, c'était les coups droits en bout de course, en décalage comme ça. Il arrivait à trouver des immenses diagonales en contre, à envoyer des merguez flambées, alors que là, ça va être un coup tout en contrôle, moins précis sur Carballes Baena qui va le contrer, et ça aussi c'est une différence par rapport à la saison dernière. Là vous comprenez l'idée, hein. On est vraiment sur les axes d'amélioration pour Novak, pour monter en puissance sur ce tournoi et éventuellement aller remporter un 25e Grand Chelem. J'ai noté également le manque de coordination parfois pour Novak, on l'avait vu à Rome, on l'avait beaucoup vu à Genève. Là, sur la pointe des pieds, manque de vélocité, d'accompagnement, un petit peu trop raide, paresseux, tout simplement. Ça peut lui arriver, hein. On sent qu'il choisit beaucoup plus ses moments qu'auparavant. Et là, comment dire, on arrive dans le domaine de Novak Djokovic, dans son monde, dans son habitat naturel. 5-4, service pour l'adversaire. Et là, tu sais que ça va couiner très fort. Plus une seule faute directe, on ferme la boutique, on ferme les écoutilles, on distribue des petits parpaings à gauche, à droite, on travaille, on attend patiemment l'ouverture. C'est là où il est redoutable, c'est vraiment un prédateur Novak, sans en faire des caisses, hein, sans en faire des tonnes. Voilà, on arrive à ce moment-là, et on sait que pour Carballes Baena, il va falloir aller chercher les points, Novak ne va rien donner, et ça bascule à 6-4. À partir de ce premier set, Novak qui va se libérer, qui va lâcher ses coups, qui va trouver plus de longueur, plus d'impact, de profondeur, notamment sur les retours adverses. Là, il va envoyer une sacoche, une petite marmite, qui va complètement clouer Carballes Baena. Sur ce tournoi de Roland Garros, Djokovic qui collabore avec Boris Bosniakovic, c'est un proche de longue date, ils se connaissent depuis très longtemps, mais c'est le premier tournoi ensemble, et j'ai bien aimé l'interaction entre les deux. Ça pouvait rappeler à certains égards ce qui s'est passé avec Goran, c'est-à-dire que voilà, Boris Bosniakovic n'hésitait pas à lui montrer au niveau technique certaines petites choses à faire, et Novak, vous voyez ses réactions impliquées, à essayer de comprendre qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce que je dois modifier. C'était pas du tout le même langage corporel en préparation à Genève contre Tabilo à Rome. Là, on est vraiment sur un Novak différent. L'adversité, certes, n'était pas oufissime, mais alors que sur le début de la partie, il perdait les points de petits jeux qu'il a l'habitude de remporter et qu'il a aussi beaucoup perdu, je trouve, à Genève, et bien là, il va commencer à les remporter, justement ces points. Là, un petit revers autour du poteau et une performance globale, je pense, qui va faire du bien à la tête, à la tronche pour Djokovic. Il est à 43 coups gagnants, 24 fautes directes simplement sur cette partie, donc c'est un ratio qui est excellent. Il faudra revoir bientôt Novak face à une meilleure adversité, voire sur la deuxième semaine quand voilà, la pente va se raidir significativement. On verra s'il est capable de résister, d'aller tanker voilà, ces moments un petit peu difficiles, tourner les momentum en sa faveur. Mais je trouve que pour un deuxième tour, c'était le match
idéal pour Novak. Osaka Swiatek. Match de zinzin, match extraordinaire. 2 championnes sur le court. Alors là forcément on est à froid, on n'est plus dans l'émotion hier parce que ce match il m'a saisi, vraiment j'avais les frissons devant la performance de Naomi Osaka qui a prouvé qu'elle était une championne de ce jeu. Et dès le début de la partie, on a senti qu'il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de différent. Une joueuse à 4 grands chelems, une deuxième joueuse à 4 grands chelems, Iga Swiatek, la reine, la boss finale de la terre battue, et notamment de Roland Garros. Naomi Osaka qui, historiquement, n'est pas très à l'aise sur les déplacements sur terre battue, mais qui s'est transcendée, qui a sorti un match phénoménal et qui fait tellement plaisir. Surtout, voilà, je regrette vraiment, je vais passer un petit coup de gueule, mais on peut pas accepter le fait que le Châtrier soit rempli même pas à moitié pour un match comme ça. C'est pas possible. Surtout qu'il n'y avait rien à côté, il pleuvait, je ne comprends pas. Je vais le dire très clairement, ce match défonce 99% des matchs masculins que j'ai vus cette saison. Voilà, je le dis très clairement. C'est un des 10 meilleurs matchs que j'ai vus cette saison, et je vise très large. Je pense qu'on peut même réduire à 5-6 meilleurs matchs. Il y avait la finale de Madrid aussi qui était exceptionnelle, mais là j'ai trouvé quelque chose de supérieur parce que Naomi Osaka, elle a vraiment produit quelque chose, et voilà, vous voyez sur cette palette, une intensité, une conviction du début à la fin qui a été, je trouve, proprement prodigieuse. Je vous fais un pot pourri, donc on commence sur cette palette. Iga Swiatek qui s'est fait carboniser la tronche derrière sa deuxième balle sur le deuxième set. 1/11 simplement. Osaka qui a été royale avec une qualité de frappe, une pureté de frappe, une intelligence aussi de jeu, je trouve, qui a été royale, donc bien agressive, à envoyer des retours profond, létaux. Au niveau stratégique, Osaka qui a fait un gros travail sur la diagonale revers pour empêcher, regardez, vous voyez Swiatek qui se replace là, qui est un peu dans les vapes, pour empêcher Swiatek justement de solidifier, d'ancrer ses appuis sur le sol et de se décaler en coup droit là où elle est mortelle, là où son lift fait des ravages. Osaka qui va manquer son tie-break et qui va manquer la fin du match, là où elle a eu une balle de match, mais avant ça, on a eu une qualité de service, 85% de première dans la deuxième manche, 91% derrière, et surtout une faculté à aller tirer des services complètement fous dans des moments chauds. Là vous voyez balle de débreak, et c'est pour ça que je dis que ce match est extraordinaire. C'est parce que je trouve que c'est le genre de match qui sublime le tennis. Tennis féminin, tennis masculin, inclus, tout inclus. C'était vraiment un grand match de sport. Il n'y a pas besoin d'avoir un RPM de fou. Le tennis, c'est pas que ça, c'est pas que la puissance de frappe, c'est pas que la qualité du lift, c'est aussi comment est-ce que tu réagis dans les moments chauds, ce sont les émotions que ça te procure, c'est l'attitude des joueuses quand elles sont au dos au mur, qu'est-ce qu'elles vont faire, qu'est-ce qu'elles vont produire, et c'est pour ça que je trouve ce match a été fou. Vous voyez une petite capture d'écran des scores en défaveur de Swiatek, elle était menée 4-1, avantage Osaka dans la troisième manche, il y avait 5-2, 15-30 sur le service de Swiatek, il y avait également, donc vous le voyez, on va discuter de cette position là, il y avait 5-3 services à suivre, Osaka, balle de match, et c'est là que tu vois la grande championne, c'est là que tu vois qu'Iga Swiatek est faite d'un bois différent, parce que deuxième balle, on est sur le revers, et elle va aller trouver cet angle court, diabolique, sur un point super important. Chapeau. Et la fin du match, ça s'est joué avec le cœur, ça s'est joué avec les tripes, ça s'est joué aussi entre les deux oreilles, là, parce que Swiatek, elle a remporté par exemple le tournoi de Madrid en sauvant 3 balles de match face à Sabalenka, donc voilà, elle a le rythme, elle a ses matchs âpres, tendus qu'elle a réussi à remporter. Osaka, elle a un peu manqué de ça, on l'a vu d'ailleurs sur cette position, elle va manquer 2 coups très faciles, là ça va sortir en longueur, des breaks Swiatek, mais pour faire plier Osaka, Swiatek elle a vraiment dû s'employer, là par exemple on a une deuxième balle de break, c'est un 1-2 sur une deuxième balle pour Osaka, elle va prendre sa chance, elle va y aller à fond. C'est là que tu vois le tempérament de la championne, Voilà, il n'y a pas de mystère. Osaka qui va néanmoins craquer sur cette double faute et offrir le break à Swiatek qui a été somptueuse pour mettre la pression, pour dire à Osaka, bon tu le veux ce match, je suis en train de revenir, je suis en train de grappiller petit à petit. C'était vraiment le Vietnam cette partie, donc de la tension, un magnifique niveau de jeu, du début à la fin. 2 grandes championnes sur le court, magnifique attitude. Swiatek aussi à la fin du match qui a dit bon si vous pouviez la boucler pendant les points ça pourrait être sympa. Elle parlait au nom de tous les joueurs et les joueuses. Ça a encore été un thème, là je voulais pas vraiment en parler aujourd'hui, les Français aussi ça commence à me saouler, je voulais vraiment parler 100% tennis. Et ce match, je pense que c'était le meilleur de la quinzaine depuis le début, et peut-être même déjà le meilleur match de la quinzaine. Je vous avais promis un petit peu de Medvedev, et bien le voici, le voilà, donc qui a disposé d'un Kecmanovic qui s'est retiré au milieu de la deuxième manche, vers la fin d'ailleurs, mais bon ça allait tellement vite, milieu fin, c'était à peu près pareil. Et un axe stratégique que je voulais vous pointer, c'est quand vous servez une deuxième balle, et que l'adversaire est à l'intérieur du court, donc il veut vous mettre la pression, ça Caro Garcia le connaît très bien, connaît aussi très bien le fait de se faire sortir très rapidement de ces tournois.
Plus sérieusement, il y a un truc que j'ai remarqué, alors c'est pas forcément une nouvelle méta, mais je le remarque de plus en plus souvent, donc c'est cette agression-là. On l'a vu avec Carlos Alcaraz aussi contre De Jong, donc t'as le retour, et souvent, le receveur, une fois qu'il va faire ce retour, si le retour est un petit peu moyen, il va revenir en arrière. Et là, vous observez, vous gardez votre œil sur l'adversaire, s'il recule, l'amorti. Le 1-2 amorti sur seconde, c'est un coup qui marche très très bien et que Medvedev a super bien utilisé. Une vraie belle stratégie, je trouve, moderne et qu'on retrouve de plus en plus souvent. Et on se termine avec le coin prono sponsorisé par les Winamax. Vous avez un lien dans la description, jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax. Offre, vous voyez le bandeau jaune en bas de cet écran et le petit logo également, le petit macaron, offre exclusivement réservé aux adultes. Il y a un match qui va m'intriguer énormément demain, c'est le Carlos Alcaraz versus Sebastián Corda, parce que Carlos Alcaraz, c'est pas la folie depuis le début du tournoi. On l'a vu contre Jesper De Jong, il a souffert le martyre, le score avait l'air plutôt direct pour Alcaraz, il a lâché un set, mais on l'a vu, hein, il a été vraiment dans la sauce. Heureusement que De Jong a plié physiquement parce qu'il se faisait balloter dans tous les sens, des amortis, des agressions, des écartèlements. Alcaraz qui a du mal encore à envoyer avec son coup droit, on sent qu'il est complètement sur la retenue, là dans des conditions qui sont lourdes, épaisses, il a du mal à envoyer la sauce. La grande question, bien sûr, c'est toujours la même avec Sebastián Corda. Quel Sebastián Corda? Est-ce qu'il va être mordant? Est-ce qu'on va retrouver le Sebastián Corda qu'on avait vu par exemple lors de la tournée australienne en 2023 où je trouve qu'il avait proposé un niveau de très très haute qualité? Il a déjà battu d'ailleurs Carlos Alcaraz sur terre battue, c'était à Monte Carlo. Donc évidemment il est capable de le produire, il est capable de faire ce match qui pourrait gêner Carlitos. Et je vous le dis, pour moi, la cote Sebastián Corda remporte au moins un 7 à 1,74. Vu ce qu'a montré Carlos Alcaraz depuis le début de la compétition, alors c'est possible qu'il arrive à hausser son niveau de jeu et qu'il lâche enfin ses coups droits, qu'il se trouve à l'intérieur du court, mais s'il se fait balloter, Corda il a toutes les armes. Franchement, je pense que c'est une cote très intéressante. On se retrouve demain pour en parler également de la Monf ce soir face à Musetti. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des cerises.